Enseigner, est-ce que c'est simplement transmettre un savoir? Ou est-ce que ça va beaucoup plus loin? Aujourd'hui, on va explorer comment l'art d'éduquer et l'art de diriger sont en fait intimement liés. On verra qu'il ne s'agit pas juste de gestion, mais bien d'une capacité à influencer, à guider et, finalement, à transformer l'apprentissage de l'intérieur. Le philosophe Emmanuel Kant l'avait bien compris, l'ampleur du défi est colossale. Gouverner et éduquer, les deux entreprises humaines les plus difficiles. On a souvent tendance à voir ça comme deux mondes séparés, mais en réalité, chaque école, et même chaque salle de classe, est un petit monde où ces deux arts doivent coexister. Alors, allons-y. Posons la question directement. Si la mission d'un enseignant, c'est de guider les élèves, est-ce que ça fait automatiquement de chaque enseignant un leader? C'est vraiment le cœur de notre analyse aujourd'hui. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Le leadership pédagogique, oubliez les titres ou la hiérarchie. Ce n'est pas ça du tout. C'est avant tout une action. C'est cette capacité à influencer ce qui se passe vraiment en classe, non pas par autorité, mais par une réflexion constante sur ses propres méthodes, avec un seul et unique but, la progression de chaque élève. Allez, on commence à la base, à l'échelle de la classe. Comment un enseignant, dans son quotidien, exerce-t-il ce fameux leadership? Pour essayer de comprendre le style de leadership d'un enseignant, il y a des chercheurs comme Bernabé et Dupont qui proposent un modèle qui est à la fois simple et très puissant. Il est basé sur 3 axes. Le premier, c'est l'intérêt pour la matière, le savoir brut. Le deuxième, c'est l'attention portée à l'élève, en tant que personne. Et le troisième, c'est le degré de participation active qu'on demande à cet élève. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que la combinaison de ces 3 axes, ça crée 8 styles de leadership bien distincts. C'est un peu comme ce qu'on voit sur ce schéma en forme de cube. Chaque style, c'est une position différente dans cet espace en 3 dimensions. Par exemple, un style qui mise tout sur le savoir va se trouver sur un côté du cube, alors qu'un autre, très centré sur la participation, sera à l'opposé. Ça nous montre bien qu'il n'y a pas une seule bonne façon de diriger une classe, mais tout un éventail de postures, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Pour que ce soit plus clair, prenons 2 extrêmes. D'un côté, on a le style autoritaire, totalement focalisé sur le savoir. L'efficacité peut être là, c'est vrai, mais le risque, c'est de former des esprits qui ne font que recevoir passivement l'information. De l'autre côté, on a le style copain, où la relation passe avant tout. L'ambiance est super, mais le savoir, lui, peut vite être mis de côté. On voit bien que l'équilibre est fragile. Bon, si l'autoritaire et le copain représentent des déséquilibres, où se trouve l'idéal? Eh bien, le modèle nous propose une réponse, c'est le style médiateur. Il se situe tout en haut du cube, à l'intersection parfaite des 3 axes, c'est un peu l'objectif vers lequel tendre. Le médiateur, c'est celui qui arrive à tout harmoniser, le savoir, l'élève et la participation. Il ne se contente pas de transmettre un contenu, il crée les conditions pour que l'élève se l'approprie. Il va stimuler l'esprit critique, encourager la créativité. L'élève n'est plus un consommateur passif, il devient acteur, il devient auteur de son propre apprentissage. Et c'est là que réside la plus grande valeur pour le formateur, son propre rôle se transforme complètement. Il n'est plus un simple transmetteur, mais un véritable catalyseur de potentiel. Et franchement, c'est infiniment plus gratifiant. La dynamique de la classe, c'est une chose. Mais maintenant, on va changer d'échelle. On zoome en arrière. Comment est-ce que le leadership pédagogique s'exerce au niveau de la direction d'un établissement tout entier? On va explorer maintenant ce rôle qui est vraiment complexe, du directeur ou de la directrice, qui ne doit plus diriger des élèves, mais bien des enseignants. Ce témoignage d'un directeur est assez poignant. Il parle de faire un deuil, celui de l'impact direct sur les élèves. C'est un changement de posture qui est fondamental. L'influence n'est plus immédiate, elle doit passer par un relais, un intermédiaire, l'équipe enseignante. Du coup, on comprend bien que le leadership pédagogique d'une direction n'est presque jamais frontal, il est transversal. Il ne s'exerce pas par des ordres directs, mais il s'infuse dans toute l'organisation. Ça passe par une multitude d'actions qui, à première vue, peuvent sembler purement administratives ou relationnelles. Concrètement, comment ça se manifeste? Eh bien, en animant une réunion d'équipe pour qu'elle soit vraiment constructive, en gérant un conflit entre collègues ou avec des parents, en prenant le temps d'analyser le dossier d'un élève, ou même en négociant un projet pour toute l'école. Chacune de ces actions, qui peut paraître loin de la pédagogie, est en réalité une occasion d'exercer une influence qui va se répercuter jusqu'en salle de classe. Que l'on soit enseignant ou directeur, ce leadership, ça ne tombe pas du ciel. C'est une compétence qui se cultive, qui se travaille. Alors, comment on fait? Les recherches, comme celle de Louise Lafortune, identifient 4 grands piliers pour construire ce leadership. Tout part de la pratique réflexive, avoir le courage de s'auto-analyser. Ensuite vient le climat de confiance, parce que sans ça, rien ne peut se construire. Le 3e pilier, c'est le travail d'équipe, pour passer de la responsabilité de chacun à une co-responsabilité. Et enfin, le tout est guidé par une boussole indispensable, un sens éthique très fort. Au-delà de ces piliers, il y a bien sûr des qualités humaines qui sont essentielles.
Savoir communiquer, résoudre des problèmes, gérer les conflits, mais aussi cette capacité à mobiliser les autres, à les engager. Et enfin, une compétence qui est particulièrement cruciale en éducation, savoir tolérer l'ambiguïté. Parce que dans le domaine de l'humain, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ok, on a exploré le comment, mais maintenant demandons-nous pourquoi. Quel est le but final de tout ça? L'enjeu, en fait, est fondamental. Il s'agit de rompre avec un paradigme, un modèle assez ancien, celui de l'éducation vue comme une simple consommation. Ce modèle où l'élève est perçu un peu comme un vase qu'on remplit, un récepteur passif d'informations. Pour basculer vers une culture d'expression et de production, une culture où l'école n'est pas seulement un lieu où l'on consomme du savoir, mais un lieu où l'on produit du sens. C'est cette transformation que le leadership pédagogique à tous les niveaux cherche à accomplir. On va vous laisser avec cette question. Et si, en fin de compte, le véritable leadership, ce n'était pas une position hiérarchique, pas un titre sur une porte, mais une pratique de tous les jours, une posture faite de réflexion, d'intention et d'action, accessible à chaque acteur du monde de l'éducation. C'est peut-être là, finalement, que se trouve la clé pour transformer l'école. Merci de nous avoir suivis.